Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du samedi et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Retour sur la première soirée du 45e Festival international de Monte-Carlo avec des numéros encore une fois plus impressionnants les uns que les autres. Nous recevrons le responsable de la section jeunesse de la Croix-Rouge monégasque. Pendant 6 mois, la Société nationale de Monaco va présider le réseau européen francophone de la section jeunesse que l'on appelle la Frenchco. Autre invité, le directeur du nouveau musée national de Monaco. Il nous présentera les expositions de 2023 avec notamment Georges Condo et Jean Cocteau à l'honneur. En basket, Monaco reçoit Nancy ce dimanche 16h, salle Gaston Médecin. Vous pourrez aussi le suivre en direct sur Monaco Info, match comptant pour la 18e journée de Betclic Elite. Et enfin, nous reviendrons sur une vente aux enchères atypique d'ours en peluche au profit de l'association Monaco Disease Power, association qui apporte son soutien aux enfants et adultes ayant des handicaps mentaux. Que ce soit sur terre ou en l'air, que ce soit drôle ou impressionnant, de nombreux spectateurs se sont retrouvés sous le chapiteau de Fontvieille pour assister après 2 ans d'absence au Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Patricia Navarro, Arnaud Imbert et Louis Borgia y ont assisté. Voyez leur reportage. Les larges sourires, les regards émus des artistes adressés au public et les salves d'applaudissements en retour illustrent bien le bonheur ressenti par tous sous le chapiteau de Fontvieille après 2 ans d'interruption en raison de la crise sanitaire. Et pour souligner un peu plus le caractère exceptionnel de cette soirée de reprise, le premier spectacle de cette 45e édition s'est accompagné de performances hors normes à l'image de ce nouveau record du monde. L'artiste américain Wesley Williams a grimpé jusqu'à 10 mètres de hauteur pour enfourcher son interminable monocycle. I'm so happy to be here. I've dreamed of being here since I was little and I had to do something to remember it. So hopefully the record was enough for everybody. They stood up, so it's a huge honor for me. In practice, you think and you go so slow, and I practice, but I'm more nervous in practice than in the show. You have the adrenaline, the people behind you, and that's it, you know. You work and you don't think about things. You just go for it. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de René Casselli Jr. de revenir en véritable roi sur la piste du cirque de Monte-Carlo. 11 ans après avoir décroché l'or à New Generation alors qu'il effectuait des acrobaties sur les éléphants de la famille, c'est cette fois accompagné de sa sœur Mary Lou et de sa compagne Quincy Azario qu'il a enchaîné les prouesses portant sur ses épaules les 2 jeunes femmes du haut de leur monture, un exploit jamais réalisé avec 2 femmes. Puis René Casselli Jr. s'est élevé dans les airs, propulsé par son cheval pour réaliser un double saut. I always have this thing in my head that I always want to improve. You can always be better, you know. There can always be things that nobody has done before, but you have to have imagination. You need to be creative. And sometimes I have some ideas in my head, but it doesn't turn out how I want it to be. So I'm very happy that this creation, that it was a teamwork, you know. It's not only me, it's not only the horses, it's a big family, it's a big project that was behind it. Le tout sous les yeux de son papa, très ému et qui fait partie lui aussi de ces artistes qui ont contribué à écrire la légende de ce festival. Et parce que le cirque est un savant mélange de plusieurs arts et disciplines, le public a pu rire avec les clowns, s'est ému de la beauté du vol de superbes perroquets ou a retenu son souffle lorsque le lanceur de couteau a brandi ses armes. I couldn't do it if she didn't trust me 1000%. She trusts me better than I trust myself, I can tell you this much. So I put so many years and I dedicate my whole life to be here. It took me 41 years to be here. I was born in a circus family. This is the most important and prestigious circus festival in the world. And I want to do my best. En l'absence des grandes nations du cirque comme la Russie ou la Chine, cette première soirée de sélection a démontré combien la vitalité du cirque était intacte malgré les confinements ou les conflits. Et le rendez-vous monégasque reste un passage presque initiatique pour toute la jeune génération qui rêve de pistes aux étoiles. Es una referencia para nosotros, para toda parte del circo del mundo, el circo que acontece en Mónaco. Para nosotros es lo mejor. Entonces tenemos que estar todos los años mirando, aprendiendo y cambiando las ideas, las informaciones. Après le deuxième spectacle de sélection, le jury aura la lourde tâche de départager tous ces artistes et c'est officiellement dimanche soir que sera proclamé le palmarès 2023.
Et en parallèle du festival, et cela devient une tradition, le fameux match de foot organisé par Louis Ducruet, la Fightets Cup, opposant l'équipe du Prince, les Barbadjians, qui a une revanche à prendre, face à l'équipe du cirque dirigée par sa sœur, la princesse Stéphanie. La Fightets Cup se déroulera ce lundi au stade Louis II à partir de 18h30, avec du beau monde sur la pelouse. La liste est longue, mais quelques noms comme ça au hasard: Giuli, Djurkaeff, Morientes, Schillaci, Roten, Totti, Abidal, Pires. Et vraiment, je vous le dis, la liste est encore longue. L'entrée est à 10 € et les fonds récoltés seront reversés à l'association Fightets Monaco. Notre invité à présent représente la Croix-Rouge monégasque. Il faut savoir que la Société nationale de Monaco présidera pendant 6 mois, jusqu'à fin juin, le réseau des sociétés nationales européennes francophones jeunesse de la Croix-Rouge, que l'on appelle plus simplement Frenchco. Monaco succède à la Croix-Rouge française et nous sommes avec le responsable Rindra Rakotomalala. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Déjà, première question, qu'est-ce que cette Frenchco au sein de la Croix-Rouge ? Alors la Frenchco est un réseau européen jeunesse qui regroupe 5 sociétés nationales au niveau du mouvement international de la Croix-Rouge française, suisse, du Luxembourg, Belgique et de Monaco. D'accord, et c'est vous qui allez donc chapeauter tout ça pendant 6 mois ? Exactement, pendant les 6 prochains mois, donc c'est à la charge de la Croix-Rouge monégasque de présider ce réseau jeunesse et de faire une certaine synergie avec les 5 sociétés nationales. Et qu'est-ce qui s'y fait ? Quel va être pendant ces 6 mois votre rôle, vos missions ? Alors la principale mission est de vraiment alimenter et animer ce réseau en faisant justement tout en œuvre pour créer de l'échange avec les 5 sociétés nationales, que ce soit au niveau des bonnes pratiques dans chaque pays, mais également pour créer du lien avec les jeunes bénévoles, qu'ils soient en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique ou à Monaco. Et quand vous parlez de jeunesse de la Croix-Rouge, c'est jusqu'à quel âge ? C'est jusqu'à 30 ans, donc, et jeune, toute personne qui a moins de 30 ans tout simplement. Bon, c'est foutu pour moi donc. Je ne savais pas qu'au sein donc, de la Croix-Rouge, il y avait une section jeunesse. Qu'est-ce que fait la jeunesse au sein de la Croix-Rouge, très concrètement ? Concrètement, la jeunesse est partie prenante de toutes les actions au niveau de la Croix-Rouge. Mais elle a pour vocation de faciliter tout simplement l'échange entre les jeunes, parce qu'il est toujours plus simple de parler de jeune à jeune et d'échanger, de discuter à cœur ouvert. Donc c'est pour ça qu'on a créé la section jeunesse qui est présidée par mademoiselle Camille Gottlieb. D'accord. Je vous pose une question à titre personnel, même si c'est probablement valable pour beaucoup d'autres jeunes. Mais qu'est-ce qui vous intéresse au sein de la Croix-Rouge au point d'avoir voulu l'intégrer ? Tout simplement les valeurs, la valeur principale qui est l'humanité, le fait de donner un peu de son temps, le fait de ne pas forcément partir à l'autre bout du monde pour voir des personnes qui sont en situation délicate, qui sont vulnérables, tout simplement les valeurs de la Croix-Rouge. Et pour vous, si vous deviez définir la Croix-Rouge ou nous parler peut-être de l'âme de la Croix-Rouge, qu'est-ce que vous diriez ? La Croix-Rouge, c'est avant tout une association, surtout à Monaco depuis 1948. Et en un mot, c'est avant tout une grande famille avec plus de 600 bénévoles qui viennent de tout horizon et qui sont réunis pour aider les uns les autres. Vous allez présider donc le réseau des sociétés nationales européennes francophones de la jeunesse. Quels vont être les dossiers prioritaires là, pendant ces 6 mois ? La priorité est de porter un projet commun avec les 5 sociétés nationales qui ont une langue commune qui est le français. Donc ça va permettre de faciliter les échanges et de porter un projet que vous connaissez très bien, qu'on a développé l'année dernière au niveau de la Croix-Rouge monégasque, qui est le Monaco Red Touch Challenge, et de créer un Red Touch Challenge au niveau de la Frenchco. Formulé autrement, c'est d'organiser un challenge avec les 5 sociétés nationales où chaque société nationale va présenter un projet et faire une grande finale de ce challenge et à la fin élire un gagnant. D'accord. Avec des projets qui se concrétisent, peut-être humanitaires ? Exactement, un projet qui se concrétisera avant tout dans la société nationale et après avec une portée européenne dans les 5 pays. Je le rappelle donc, la Société nationale de Monaco, de la Croix-Rouge, préside le réseau des sociétés nationales européennes francophones de la jeunesse. Et nous étions avec son responsable, Rindra Rakotomalala. Merci. Merci Fabien, bonne soirée. Bonne soirée. Vous le savez, la campagne pour les élections du Conseil national est lancée avec 2 listes inscrites. L'Union, conduite par Brigitte Bocon-Pagès, et Nîmes, les nouvelles idées pour Monaco, conduite par Daniel Boéry. Eh bien, vous voyez sur ces images, le tirage au sort au sein de la société Monaco Broadcast vient d'avoir lieu concernant l'ordre de passage à l'antenne des clips de campagne, des clips que vous pourrez découvrir sur Monaco Info dès lundi.
Il n'y a pas que l'Euroleague dans la vie, il y a aussi la Betclic Elite, autrement dit le championnat de France de basket. La Roca Team est leader du championnat, une compétition que Monaco n'a encore jamais remportée. Et pour la 18e journée, les Rouges et Blancs accueillent l'équipe de Nancy. Les enjeux de cette rencontre avec Yannick Debevert. Bonsoir à tous. Après un énorme combat face à Fenerbahçe en Euroleague, la Roca Team retrouve son domicile ce dimanche pour la 18e journée de Betclic Elite face à Nancy. Plusieurs enjeux pour cette rencontre. Le premier, c'est évidemment de relancer une série de victoires puisque ce sont un petit peu les montagnes russes en ce moment pour les Monégasques. Yohan Makoundou nous a confié son désir de capitaliser sur la très bonne prestation collective produite ce jeudi à Istanbul. Écoutez-le. C'est sur ça qu'on continue de construire, de grandir, de s'affirmer comme une équipe qui lâche jamais et qui peut s'avérer problématique contre les grosses équipes. Et voilà, quoi. Continuer de s'imposer, de prendre tous les matchs qu'on peut, de rester professionnel jusqu'au bout et voilà, de voir où ça nous emmène dans la suite de la compétition. C'est de lancer une spirale positive et de continuer de prendre tous les matchs qu'on peut, quoi. Autre enjeu lié à la stabilité de l'équipe, c'est de faire retrouver du rythme à Jordan Lloyd, de retour de blessure après 1 mois et demi sans jouer. Je vous propose d'écouter ses propos après la rencontre face à Fenerbahçe, où il a été logiquement en difficulté. Mentally, I was okay. Wasn't, worried about my shoulder or my nose or anything. But physically, legs were tired, really quick, things like that. But, when you play, you play. There can't be any excuses. So I was just honestly happy and to get out there. I wanted to try to help my team more than I did. Actuellement à la première position du classement et c'est le 3e enjeu. La Roca Team veut garder la tête jusqu'à la fin de la saison régulière pour avoir l'avantage du terrain sur toutes les équipes en play-off. Si l'on va voir du côté de Nancy, on se rend compte que les Lorrains n'ont gagné qu'une rencontre à l'extérieur cette saison. Pas grand-chose à perdre pour eux et surtout une victoire de prestige à venir chercher ici en Principauté. Les Roca Boys devront faire attention à un homme en particulier, Mike Scott. Du haut de ses 34 ans et 555 matchs de NBA, l'ailier américain est devenu depuis son arrivée à Nancy le leader de l'équipe. Vous savez tout désormais sur ce duel opposant le 14e du classement au premier. Nancy ce dimanche avant Milan jeudi prochain. 2 matchs de suite à Gaston Médecin qu'il ne faudra pas manquer. Et sachez que ce Monaco-Nancy est à retrouver en direct sur Monaco Info ce dimanche à 16h. Il y a le mot « nouveau » dans le nom, mais il fait partie désormais intégrante des institutions culturelles de la Principauté. Le nouveau Musée national de Monaco, que l'on appelle également le NMNM, avec ses 2 lieux bien distincts, la Villa Paloma à l'entrée de Monaco et la Villa Sauber au Larvoto. Pour nous parler du bilan et surtout des prochaines expositions, nous sommes avec son directeur, Björn Dahlmström. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes au début de l'année, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée en ce qui concerne le nouveau musée national de Monaco. 2022 a été riche en événements. Oui, c'était une année intéressante parce que c'est une vraie année de reprise en mode hors pandémie. Et on avait prévu pour 2022 une saison estivale ambitieuse avec une grande rétrospective dédiée à Helmut Newton, qui a été un résident très important de la Principauté, et également à Christian Bérard. Donc 2 grandes rétrospectives d'artistes importants en relation avec le territoire de Monaco, en relation avec la mode et l'art et la création, la photographie évidemment, la peinture pour Christian Bérard. Et on est très heureux de la fréquentation. Le public a été au rendez-vous et donc le bilan est positif. Qu'allez-vous garder de cette année 2022 ? Écoutez, pour moi, c'était une vraie année d'exercice. J'ai pris mes fonctions en 2021, encore une fois dans un contexte pandémique qui n'était pas simple. Donc ça a été très instructif en termes de fréquentation, de mieux comprendre où j'étais. Et le résultat, je vous l'ai dit, est plutôt enthousiasmant, donc ce qui nous donne beaucoup d'énergie pour entamer cette nouvelle année. Et c'est un entretien donc pour faire le bilan, mais aussi pour présenter les perspectives d'avenir avec 2 expositions à retenir. Tout d'abord à la Villa Paloma fin mars. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors c'est une exposition qui s'intitule Humanoïde. C'est une exposition de Georges Condo, encore une fois un visiteur régulier de la Principauté, puisqu'il est, à la fin des années 90, à l'invitation de Jean-Christophe Maillot et des Ballets de Monte-Carlo, il avait créé un rideau d'avant-scène, un grand rideau d'avant-scène qu'il avait peint lui-même pour l'Opéra de Monte-Carlo.
Et 2 ans plus tard, il avait participé à la création d'un ballet, Opus 40, qui a été joué pendant la période de Noël et qui sera rejoué au mois de mai à l'Opéra de Monte-Carlo, le ballet pour lequel il avait créé les costumes et les décors. Et moi, ce qui m'intéresse dans ma mission de direction du nouveau Musée national de Monaco, c'est évidemment de faire la part belle à l'art total, c'est-à-dire des artistes et des domaines de la création qui se réunissent pour pouvoir créer une œuvre totale, donc en l'occurrence un ballet. Et je trouvais intéressant d'inviter à nouveau Georges Condo, qui est un artiste américain majeur, très important, qui est de la génération de Keith Haring, de Jean-Michel Basquiat, un artiste important de la figuration, dont on n'a pas vu le travail depuis longtemps en Europe continentale. Et donc on a proposé à Georges Condo à travers la figure de l'humanoïde, de réexplorer toute sa carrière, toute son œuvre, depuis les années 80 à aujourd'hui, à Monaco, donc lieu qui a toute son affection, il le dit très, très souvent, et à la Villa Paloma, où il est ravi de programmer cette exposition qui couvre à peu près 40 ans de création sous le commissariat de Didier Ottinger, qui est commissaire au centre Georges Pompidou à Paris et qui a accepté d'orchestrer cette exposition avec l'artiste. Autre exposition à la Villa Sauber, cette fois le 13 juin, avec le photographe brésilien Mauro Restivo, consacré au travail de Jean Cocteau dans la Villa Santo Sospir, c'est ça ? Exactement. Alors, encore une fois, Jean Cocteau était un visiteur régulier de la Principauté. On a la chance que la commissaire Célia Bernasconi ait une connaissance importante du travail de Jean Cocteau, puisqu'elle a été conservatrice au musée Cocteau de Menton. Et l'idée, c'est de faire dialoguer un artiste contemporain, Mauro Restivo, qui a effectué une résidence à la Villa Santo Sospir, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc on peut juste à côté. Villa dans laquelle Jean Cocteau avait peint tous les murs de ses personnages endormis. Ouais, même plus que les murs, il avait absolument tout peint. Oui, l'intégralité. Il avait la villa tatouée, donc l'intégralité de la villa. Et dans le cadre de la commémoration de la disparition de Jean Cocteau, il y a maintenant 60 ans, il nous a semblé opportun de provoquer ce dialogue qui trouve son origine dans la Villa Santo Sospir à travers un artiste et un photographe contemporain brésilien, Mauro Restivo et Jean Cocteau, pour évoquer la question du sommeil notamment, du rêve dans l'œuvre de Jean Cocteau. Et une troisième exposition également ? Oui, une troisième exposition qui ouvre au mois de novembre, qui est consacrée à Pier Paolo Calzolari, qui est cette très grande figure de l'arte povera, un artiste majeur du XXe siècle et du XXIe siècle, puisqu'il est toujours vivant et qui nous accompagne dans la mise en place de cette exposition qui sera présentée à la Villa Paloma. Très bien, Björn Delmström, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Vous avez certainement dû les apercevoir dans les rues de Monaco. Les ours de Marco et Karel Traverso, ils étaient visibles sur plusieurs façades de la Principauté. Et ce vendredi après-midi a eu lieu pour la première fois une vente aux enchères d'ours en peluche pour soutenir l'association Monaco Disease Power. Et avec comme commissaire priseur le célèbre Simon de Pury. C'est un reportage de Juliette Rappert et Thomas Deus. Ce sont les confidents et les compagnons de voyage des enfants et des plus grands, les ours en peluche étaient à l'honneur pour une vente aux enchères un peu particulière. 26 ours avec chacun leur parrain et marraine, en pleine rue Prince-Pierre, privatisés pour l'occasion, pour le plaisir des passants, mais surtout pour la bonne cause. C'est quelque chose de très personnel qui me tenait à cœur. Au départ, l'idée d'un coup de cœur de mettre des ours partout parce que c'était mon idée. Ça faisait 2 ans que je tannais mon mari de mettre des ours. Cette année, j'y suis parvenue. Et puis une nuit, je me suis réveillée. Je me suis dit, je vais les vendre aux enchères pour aider une association. Et elle voulait plus particulièrement aider une association qui s'occupe d'enfants avec handicap. Donc c'est vrai que c'était l'objet de Monaco Disease Power. Pour nous, c'est une expérience aussi nouvelle et un moyen aussi de nous faire connaître et aider aussi. Et pour que la magie opère dans une ambiance festive, Simon de Pury, grand commissaire-priseur, habillé lui-même en ours, tenait d'une main de fer avec fougue cette vente aux enchères. 400, 500 €, qui mieux que 500 ? J'ai 500 €. C'est un peu inédit puisque ça se passe dans la rue, devant le magasin, devant les ours. Et ce qui est sympathique dans cette initiative, ce n'est pas un grand gala de bénéficence, c'est tout le monde peut participer et en fait, chaque euro compte. Et donc, j'espère que quelles que soient les sommes que nous pouvons réaliser, c'est symbolique, c'est ça qui est merveilleux, et que cet argent, quelle que soit la somme que nous puissions réaliser, aille à Monaco Disease Power. Les ours étaient parrainés par de grands noms comme la CMB, le Bentley Club ou encore Cartier, une histoire d'ours pour soutenir les actions en faveur du handicap et sensibiliser à cette cause qui touche tant de familles. Passons aux prévisions météo de dimanche, et c'est avec vous, Christine Datomel, bonsoir.
Bonsoir, dimanche le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 17h28, une journée qui sera mitigée dans l'ensemble. Le ciel se partagera entre le gris et le bleu dimanche. Le thermomètre oscillera entre 4 et 9 degrés. Et puis demain, nous fêterons les Vincent. Merci Christinda. Je vous donne un rendez-vous pour finir avec votre émission Les Experts consacrée au Rallye Monte-Carlo avec Vanessa Dessy, Christophe Pacaud, Franck Phillips et Frédéric Hélion. L'émission est à suivre ce soir à 22h30 et dimanche pour le résultat final à 18h30. Quant aux photos du jour prises par Manuel Vitali et Stéphane Dana, elles sont bien sûr consacrées à la première soirée du Festival international du cirque de Monte-Carlo. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain 20h pour votre best-of de la semaine. Passez une excellente soirée, portez-vous bien et à demain.